merci. Merci pour cette introduction. Merci aussi à M. Sirois, Mme Savoie de l'invitation. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Mon objectif aujourd'hui est effectivement de vous parler, de vous amener dans un univers qui, peut-être pour certains d'entre vous, vont vous paraître étrange. Puis c'est correct, en fait, on m'a mandaté de faire ça. Fait que c'est ça que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Voici de la géomatique. En fait, là, vous êtes supposé froncer les sourcils. Effectivement, c'est de la géomatique parce que grâce à des bidules, des bonnes vieilles technologies comme ça, bien, on est capable, avec un code à barre, d'avoir un lecteur de code à barre. Puis si, par chance, on sait il est où le lecteur de code à barre, bien, on sait il est où l'élément qu'on vient de scanner avec le code à barre. Hein? Enfin, vous voyez arriver. On est dans un mode où on peut utiliser tous les moyens à notre disposition pour essayer d'élargir de façon traditionnelle, de faire de la géomatique. Et c'est ça l'objectif ici. Donc, voilà, donc à retenir, c'est de la géomatique ici. Mais, quand je suis arrivé à l'école de gestion en 2002, tu sais, moi, je suis arpenteur géomètre de formation. Fait que quand je suis arrivé dans une école de gestion, ils m'ont perçu comme ça. Ils ont dit, qu'est-ce qu'un arpenteur géomètre vient faire ici? Ça n'a aucun sens. Surtout que, en fait, j'arrivais dans un endroit où, ça s'appelait faculté d'administration à ce moment-là, on parlait d'économique, de finance, de fiscalité, de marketing, de ressources humaines, etc. Puis là, il disait, qu'est-ce qu'un arpenteur va venir faire ici? OK? Fait que je vous assure, là, ça a été la croix et la bannière pour réussir à percer, à ce que je perce, en fait, la pertinence, en fait, dans ce milieu-là. Mais comme on disait tantôt, les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein? Fait que semble-t-il que j'ai finalement réussi un petit peu. Et surtout, j'ai profité du fait qu'il y avait aussi un département de géomatique appliquée à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université, ce qui fait que j'ai pu mettre en place des collaborations puis réussir à faire un ancrage. Alors, donc, il y a tous ces départements-là et il y a un extraterrestre qui est présent dans cette école-là. Alors, ce que je vais vous parler vite au cours des prochaines minutes, c'est bien sûr de parler du fait qu'en géobusiness, on est vraiment top. OK? Là, on est vraiment, là, puis on a de quoi être fier, puis je vais vous expliquer en quoi, plus précisément. Je veux vous montrer plusieurs applications pratiques, toujours dans l'objectif de vous amener ailleurs sur ce que peut faire la géomatique. Et j'aimerais aussi lancer des réflexions, en fait, des idées sur comment on pourrait continuer de faire évoluer ce domaine-là qui est la géomatique. Alors, la géobusiness, c'est top. Bien, OK, parfait. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est la géobusiness ou la géomatique d'affaires? En fait, quand on regarde l'Office québécois de la langue française, c'est intéressant de voir que quand on parle de géomatique d'affaires, on parle de stratégie d'entreprise. Bon. Élargissons-le à stratégie organisationnelle, bien sûr, fondée sur l'intégration des données d'entreprise et de la localisation géographique des phénomènes qui y sont associés. Donc, dans le fond, ce qu'on vient dire ici, c'est que de la géomatique d'affaires, ce n'est pas juste de la technologie, ce n'est pas juste des données, c'est dans le fond d'utiliser tout ça pour nous aider dans nos développements, dans nos prises de décision et même au niveau stratégique, ce qui est quand même pas rien. OK? Alors, dans ce contexte-là, la géomatique d'affaires propose essentiellement 3 axes d'expertise pour qu'on puisse devenir les tops dans notre domaine. Essentiellement, on parle de traçabilité, on parle d'optimisation, puis on parle de prospection. Avec ces 3 éléments-là, on fait à peu près le tour de ce qu'on pourrait appeler géomatique d'affaires ou géobusiness. Puis mon objectif maintenant, c'est d'essayer de vous illustrer ça le plus concrètement possible. Alors, premièrement, parlons de traçabilité. Essentiellement, c'est des choses qui nous viennent naturellement, surtout dans le domaine de la géolocalisation. Mais allons-y de manière un peu encore une fois extraterrestre. Où sont actuellement mes marchandises? Dans l'entrepôt, aux douanes. Où sont les gens à l'intérieur d'un hôpital? Hein, des fois, ça peut être le médecin, il est où? Où sont actuellement mes 27 véhicules à Grand Bay? Les gens qui ont eu accès au local G65, mais entre telle heure et telle heure. Donc, là, on ne parle plus juste
tracking en temps réel, mais on parle de tracing pour être capable de recréer, de rejouer les événements. Où sont mes pièces d'assemblage dans une usine? Alors, vous voyez qu'on travaille déjà dans des échelles qui sont à l'échelle, qui sont à des échelles différentes. Et ça aussi, c'est une clé pour élargir tout le domaine de la géomatique. Optimisation, où serait le meilleur emplacement d'une nouvelle clinique médicale? L'itinéraire pour me rendre à destination, ça c'est des choses qu'on connaît bien avec les téléphones intelligents, les GPS. Où serait le meilleur endroit pour une nouvelle boutique de sport dans la ville? Donc, vous voyez qu'on touche d'autres domaines aussi. Et l'emplacement d'un nouveau dépôt à neige régional. Hein? La neige. Alors, Alors, puis ici, on parle un petit peu de prospection. Alors, pourquoi sont là certains types de consommateurs? Des amateurs d'appareils électroniques, certaines concentrations de produits toxiques. Pourquoi il y a des augmentations du taux de natalité dans certaines régions spécifiques, ou certains pays à la limite. Puis pourquoi il y a des grappes d'expertise dans un domaine spécifique à un endroit particulier. Là, on est plus dans un domaine exploratoire. On prend nos données, on fait une macération des données, puis on essaye d'en extirper quelque chose qui est intelligent, qui est intéressant pour nous. Alors, vous voyez, avec le top, on peut faire beaucoup de choses. Mais le beaucoup de choses est intéressant parce que oui, on a les milieux traditionnels, naturels, dans lesquels on est plus à l'aise, mais aussi il y a plein d'applications pratiques dans plein d'autres secteurs aussi. Alors, dans le domaine du transport routier, bien sûr, c'est quelque chose qui est déjà présent depuis plusieurs années déjà, et effectivement, on en a de besoin. Alors, juste pour vous rappeler des bons souvenirs, hein? Yeah! Ben oui, je pense que ça achève. Hein? En tout cas, j'espère, je vois des hochements de tête, là, j'espère qu'on est d'accord avec ça. Donc, effectivement, tout ce qui est optimisation, gestion des camions et tout ça, donc les systèmes embarqués, GPS qu'on met dans les déneigeurs et tout ça, pour être capable de s'assurer que tout se passe pour le mieux. Bien sûr, des fois, c'est pour des questions de gestion d'urgence. Alors, à ce moment-là, on doit aussi, bien sûr, connaître en temps réel où sont les véhicules. On travaille aussi avec les caméras de surveillance, bien sûr. Le ministère des Transports du Québec et autres connaissent bien ces approches-là depuis longtemps. Bien sûr, on peut aussi travailler en termes d'optimisation de tout ça. Donc, les projets que je vous présente en passant, ce sont tout un pratique tous des projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler directement moi-même au cours des 15-20 dernières années. Optimisation de parcours de déneigement. Alors ici, on est à Magog. L'objectif étant de s'assurer qu'on minimise la quantité de kilomètres parcourus lors d'une opération de déneigement pour être capable de faire des économies. Alors, donc ça, c'est des algorithmes qu'on utilise. En considérant toutes sortes de contraintes, évidemment, il faut que la gratte tourne tout le temps vers la droite. Hein, on ne peut jamais tourner vers la gauche. Alors, il y a toutes sortes d'enjeux pour ne pas créer des andins sur la route et tout ça. Avec la ville de Sherbrooke aussi, on a fait de l'optimisation au niveau de la collecte des matières résiduelles. Analyser plein de données de différentes natures pour comprendre que la ville de Sherbrooke est effectivement une ville qui est est quasiment plus haute que large. Là. En tout cas, il y a beaucoup de côtes. Là. Puis l'objectif étant de constater en fait que dans certains parcours, le camion plein d'ordures est arrivé en fin de parcours en montant des côtes. Alors là, on parle de consommation d'énergie qui est supplémentaire parce que le camion il est plein et il est encore en train de monter des côtes. Alors, juste de repenser les itinéraires de manière à terminer les parcours en descendant des côtes, ça a l'air assez simpliste dit comme ça, mais ça fait des grosses économies d'énergie. Alors ça, c'est intéressant aussi. Et bien sûr aussi de revoir les enjeux de collecte selon les comportements des gens. Certains quartiers ont une conscience environnementale plus forte que d'autres quartiers. Tiens, je vais rester comme ça, c'est plus poli. Alors, donc, dans les faits, on doit constamment revoir les optimisations, pas juste spatiales, mais spatio-temporelles. Être top en milieu hospitalier. Alors, on a fait un beau projet à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, plus spécifiquement dans l'aile de gériatrie, pour ceux qui connaissaient. Et l'objectif étant de valider, dans le fond, dans cet hôpital-là, que les équipements suivaient bel et bien le cycle de décontamination. On est vraiment à une autre échelle, encore une fois, au niveau géospatial.
Mais normalement, des équipements comme ça, quand ils sont dans un hôpital, passent par la salle souillée, une fois l'utilisation par un patient, ensuite la salle propre, puis ensuite on réutilise le tout dans un autre contexte pour un autre patient. Alors malheureusement, grand scoop, ben non, effectivement, malheureusement, des équipements comme ça sont des fois utilisés par un patient et un deuxième aussi sans avoir passé par le processus d'hygiène et salubrité. Alors, et c'est pas juste cet hôpital-là. Hey, je vais vous stresser bien raide. En tout cas, bref, dans le fond, l'idée derrière ça, c'est qu'on est dans un mode où on veut mesurer. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas au préalable. Alors, on le mesure pour finalement s'assurer que les parcours de ces équipements-là suivent bel et bien ces cycles-là. Donc, on utilise des puces électroniques qu'on est capable de mettre à ces équipements-là. On déploie des équipements un peu partout dans le plafond suspendu pour être capable de suivre les déplacements, régénérer les itinéraires pour être sûr qu'on est capable de mesurer notre taux de défectuosité d'une certaine façon. Un autre projet dans le domaine hospitalier, très intéressant aussi, dans le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, dans l'aile d'endoscopie. Alors, un autre contexte bien particulier, où en fait, les gens qui arrivent là arrivent pour un examen pas très agréable. Et puis, en fait, ils s'installent sur une civière et puis on doit, après ça, donc les amener dans une salle où ils attendent et tout ça. Il y a tout un personnel infirmier qui est sur place pour s'assurer que tout se passe bien. Et on le sait, le personnel infirmier fait énormément de pas dans une journée. Et l'objectif étant de voir ici si on a travaillé avec l'équipe de Lean, Kaizen, toute l'équipe, pour essayer de voir si la position des ressources dans cette aile-là était optimale. Okay? C'est assez intéressant pour, évidemment, faire en sorte que le personnel soit moins sollicité, pour être capable de voir aussi si on était capable, dans une journée, de traiter un patient supplémentaire. Les analyses ont montré qu'en réorganisant les choses, on pouvait traiter 0,7 patients supplémentaires dans une journée. Et ça ne court pas les rues, 0,7 patients. Là. Donc, finalement, on a convenu qu'on ne pouvait pas optimiser suffisamment pour ajouter le traitement d'un patient supplémentaire dans une journée. Ceci dit, on a quand même fait en sorte que les gens qui terminaient leur quart de travail toujours en retard se mettaient à le terminer à l'heure et correctement. Alors, il y a eu des gains qui sont assez intéressants quand même. En sécurisation, on a aussi l'occasion de travailler dans un contexte bien particulier, quelques années déjà. Dans la foulée des malheureux événements du Collège Dawson, on avait exploré de manière très intéressante à ce moment-là, en fait, je dirais peut-être une année et demie après, la possibilité qu'on puisse faire un tracking des agents de sécurité. On est ici à l'Université de Sherbrooke, on parle d'une quinzaine d'agents de sécurité, et on leur a demandé s'ils acceptaient de participer à un projet. Donc, l'idée derrière ça, c'était d'être capable de voir si, technologiquement parlant, on pouvait utiliser le réseau Wi-Fi. Le campus de l'Université de Sherbrooke étant couvert à 97 % par un réseau Wi-Fi. Et donc, dans tous les bâtiments, les souterrains, etc. Puis d'être capable de voir si, en utilisant ça, en faisant porter une balise spéciale aux agents de sécurité, on était capable de les géolocaliser, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Avec l'extérieur, on avait simplement remplacé leur micro par un micro avec une puce GPS en utilisant une deuxième bande de fréquence pour communiquer une position GPS à toutes les 10 secondes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a profité de l'occasion pour mettre au centre de contrôle un écran supplémentaire, vous le voyez en haut à gauche, qui représente essentiellement le plan du campus. Alors, si je résume vite fait, vous avez ici donc les différents bâtiments du campus de l'université. Et puis, avec le réseau, bon, la symbolique Carto est un peu poche, là, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui sont des experts, soyez indulgents. Et derrière ça, on s'organisait aussi pour avoir la localisation des agents. Alors, les agents, de manière que ça fonctionne, ils ne s'appellent pas par leur petit nom. Ils s'appellent par des numéros de badge. Alors, vous avez le 234, le 218, le 247. Et la beauté de la chose, c'est qu'effectivement, on s'organisait pour qu'il y ait, en cas d'urgence, une alerte sonore pour alerter l'agent de sécurité qui était au centre de contrôle. Et en faisant ça, on était capable d'arriver rapidement au bel endroit en fait, où on devait se rendre. Ce qui est intéressant, c'est que les agents sur le terrain, eux, ne savaient pas que c'était une simulation. Alors, on était en mesure de pouvoir mesurer s'il y avait des différentiels en termes d'efficacité.
Ce qui est intéressant, c'est que donc on avait un voleur là, qui était un de nos étudiants qui a participé à l'occasion de jouer le rôle de voleur, qui est toujours en prison d'ailleurs. Mais bon, et finalement, la beauté de la chose, c'est que quand l'agent rentrait dans le bâtiment, on perdait le signal GPS, mais on basculait automatiquement sur le Wi-Fi et on continuait de faire un suivi à l'intérieur du bâtiment. En moins de 3 minutes, l'agent de sécurité était sur les lieux, ce qui fait que c'est intéressant. Et on a pu montrer, on l'a fait à quelques reprises, pour montrer de manière pseudo-statistique qu'il y avait quand même un gain qui pouvait être intéressant. Alors, ce genre de choses-là nous a confortés dans l'idée qu'on pouvait aller relativement loin dans tout ça. Les enjeux étaient des enjeux d'une toute autre nature qu'on a découvert en cours de route parce qu'il y avait certains agents de sécurité qui ne voulaient pas participer à l'opération. Hein? On se demande pourquoi. Et évidemment, il y avait des enjeux, puis tout à fait normal aussi et compréhensible à l'effet que, ben si avec ça on me localise, est-ce qu'on va potentiellement me réprimander? Hein? Il y a des enjeux de confiance qui sont en ligne de compte. Alors, c'est vraiment intéressant comme projet. J'avance rapidement. Être top, ça veut dire aussi, bien sûr, travailler au niveau de la chaîne logistique. Alors, et ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont rendues très, très loin. On utilise des puces, des étiquettes intelligentes là, qui sont très, très, très minces avec une puce électronique qu'on colle sur des palettes. Vous en avez sûrement déjà vu de ce genre d'étiquettes intelligentes-là, qu'on appelle du RFID, Radio Frequency Identification, qui nous permet à ce moment-là de pouvoir, dans un entrepôt, automatiquement gérer l'inventaire, gérer géospatialement l'inventaire, savoir où sont les choses, savoir si certaines palettes sont déjà rendues dans le camion, etc. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on arrive avec des Amazon et autres grandes organisations, Couche-Tard et autres, qui ont des entrepôts qui sont de plus en plus automatisés dans ce truc-là. Mais je vous assure, ça, avec toutes les capacités, les fonctionnalités qu'on retrouve dans des MapInfo, des ArcGIS de ce monde, les mêmes fonctionnalités, on les utilise dans une échelle qui est complètement différente de celle d'une MRC ou d'une région, et c'est très, 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 très pertinent. Okay. Évidemment, je reviens avec mon low-tech. Le bon vieux code barre, bien évidemment, comme on disait tantôt, si je suis capable de mettre une puce électronique de géolocalisation sur mon lecteur, je sais, dans un immense entrepôt ou usine, où est mon lecteur, bien, je suis capable, par ricochet, même si j'ai encore des bonnes vieilles technologies, de savoir où sont les choses. Alors, ça peut être vraiment intéressant et faire des gains d'optimisation, c'est clair. Dans le domaine touristique, bien, changeons complètement d'univers maintenant. C'est assez intéressant aussi ce qu'on peut faire. On a développé une application mobile pour le festival MUTEC, qui est un festival de musique électronique qui est un peu partout de par le monde, Festival MUTEC. Et on a permis aux festivaliers de pouvoir avoir une application mobile dans laquelle on avait plein d'informations qui permettaient à ces festivaliers-là de savoir quel artiste était sur quelle scène, à quel moment, etc. Ce qui est très intéressant de ce truc-là, c'est qu'on a découvert par inadvertance qu'on pouvait aller beaucoup trop loin par rapport, vous savez, les données personnelles, la vie privée, toutes ces affaires-là, là. On entend parler de ça des fois. Bien, nous autres, on l'a vécu live en direct. Je vous fais le scénario vite fait. Il y a une personne qui voulait venir au festival à Montréal. Elle était à Berlin. Elle a téléchargé l'application mobile. Puis l'application mobile, bien sûr, disait « Est-ce que vous acceptez d'activer votre GPS? » Bien, oui, GPS. Qu'est-ce qu'on a vu? Bien, on a vu en temps réel la personne prendre l'avion. On l'a vu passer au-dessus de l'Atlantique. On l'a vu atterrir à Montréal. On sait à quel hôtel elle est allée. On sait à quel moment elle est rentrée sur le site, le parc Jean-Drapeau. On sait exactement le fin détail. Puis on sait quand elle est repartie. Puis on sait quand elle a fini elle a désinstallé l'application mobile parce que là, on n'avait plus de données GPS. C'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait aider la personne sur les lieux du festival. Alors, vous voyez, puis quand vous dites oui à n'importe quoi, là, moi aussi, d'ailleurs, quand on dit oui à n'importe quoi, là, on fait un acte de foi. Hein? Alors, ça, c'est clair. Et ça, c'est de la géomatique incroyable. Big data, on est vraiment là et ça peut aller très, très loin. Donc, des fois, dérapage incontrôlé, des fois, dérapage involontaire aussi.
On a fait un beau projet avec le zoo de Granby aussi. Et puis là, je vous rassure tout de suite, là, avec l'expérience de Mutech, on a appris. Là, on ne fait plus ça. Inquiétez-vous pas, là. Avec le zoo de Granby, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait la collation des... on va nourrir les tigres dans 15 minutes. Intéressant. Mais si on se promène sur les lieux, souvent, il y a une belle pancarte à l'entrée qui nous dit, bon, ben, voici l'horaire des trucs à ne pas manquer aujourd'hui. On pousse la poussette, puis on vient d'oublier complètement le panneau. Alors, si on peut avoir des applications qui nous aident pendant notre parcours, c'est intéressant. On a fait des beaux projets aussi avec le parc Safari à Mingford, qui consistait à utiliser des capteurs Wi-Fi sur le terrain pour savoir si un téléphone intelligent, même si je ne sais pas il est à qui, quand il passe à un endroit spécifique, quand il va passer à une autre partie du parc, pour être capable de régénérer les itinéraires. Alors, on ne descend pas au niveau nominatif, mais on est capable de savoir qu'un téléphone spécifique s'est promené d'un endroit à l'autre et d'être capable d'améliorer l'expérience des visiteurs. Alors ça a été vraiment intéressant aussi. Un dernier exemple là-dessus, Festival Oshéaga. Ce qui est un gros festival, en fait, du côté montréalais. Alors, là aussi, les festivaliers se font proposer une application mobile. On a localisé 45 000 personnes avec cette application-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on était capable, pour Evenco, qui est l'organisateur, de leur indiquer, comme par exemple, il y a une passerelle au parc Jean-Drapeau, pour ceux qui connaissaient, savoir si jamais il y avait un délai pour être capable de passer cette passerelle-là. Donc, mesurer les temps, il y avait des pics. Mesurer les délais d'attente aux toilettes aussi. Il y a un parc de toilettes chimiques incroyablement gigantesque là-bas. Et on a mesuré qu'il y avait jusqu'à 7 minutes d'attente à un moment donné aux toilettes chimiques. Là. Si vous prenez de la bière un petit peu, là, vous allez considérer que c'est long. C'est long, 7 minutes. C'est long. Fait que... Alors, donc, c'est assez intéressant là-dessus. On leur a fourni plein de tableaux de bord avec des Key Performance Indicators, des indicateurs clés de performance, pour essayer d'améliorer l'expérience du festival. En commercial, vite fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de recréer un magasin général avec la proximité des clients tels qu'on avait dans le temps. Mais pour ça, bien sûr, il faut les connaître. Alors, évidemment, on fait partie des tannants qui posent la question « Puis-je avoir votre code postal? » Qui sont ceux qui donnaient la réponse. Quel est votre code postal pour le fun? Oh, moi, je pense qu'il y en a plus que ça, c'est pas grave. En fait, les statistiques sont à l'effet que 80% des gens donnent une réponse quand on leur pose la question. Pas toujours le vrai code postal, là, mais bref, c'est quand même assez significatif. Et évidemment, avec ça, oui, vous vous en douterez, on connaît les zones d'achalandage, mais ce qui est encore plus le fun, c'est qu'on a accès à tellement de variables intéressantes par code postal avec différentes sources qu'on est capable de venir combiner. Et on génère des cartes d'analyse, là, des zones de chalandise, des caractéristiques des ménages, indices à consommation, part des marchés. Et avec ça, on est capable d'aller encore plus loin. Et je termine avec ça. Sur une base volontaire, ici, on a reproduit ce qu'on a fait à la boutique Le Château au Carrefour de l'Estrie. 1 minute, 2 minutes? En masse. Et avec ça, on a été capable de voir, en fait, essentiellement, pour ces gens-là, donc on a traqué plus de 600 personnes en 2 semaines sur une base volontaire, bien sûr, d'être capable de régénérer avec, encore une fois, des capteurs pour géolocaliser les gens, les itinéraires, avec un semi de points qui, je peux vous assurer, était assez gigantesque, avec une position aux 10 secondes pour chaque personne. Évidemment, de là, on tire des cartes de chaleur, ce qui est vraiment intéressant et représentatif. Avec de la géostatistique ou statistique spatiale plus spécifiquement, être capable de savoir quelles sont les probabilités qu'une personne tourne à gauche, tourne à droite, continue tout droit dans un commerce, avec évidemment des zones de collection de vêtements pour savoir quelles sont les collections où les gens vont davantage, et bien sûr, en fin de journée, lesquelles de ces zones-là correspondent aux ventes. Il y en a plein d'autres exemples que je pourrais vous montrer. Celui-ci est intéressant aussi, la compagnie Bulmers en Grande-Bretagne, qui, elle, sur une application mobile, cible les hommes de 18 à 34 et les invite, dès qu'ils passent devant un pub, à rentrer pour prendre un petit verre avec un petit rabais. Alors, et ça fonctionne très, très, très bien. Alors, je vais juste accélérer pour terminer et je compléterai avec ça des nouveaux paradigmes. Deux phénomènes évolutifs liés au domaine de la géomatique. Vous l'avez vécu, démocratisation de la géolocalisation, et maintenant, ce qu'on constate, c'est que
la géomatique a fortement sorti des sentiers battus au niveau décisionnel et sorti du domaine des experts. Ça, c'est clair et net. Vous êtes tous, sans le vouloir, des contributeurs à ce domaine de la géomatique-là, parce que quand on a une application, un téléphone intelligent, des applications mobiles, on veut être connecté, on veut en principe être géolocalisé. Donc, énormément de connectivité que ça génère. Et on sort avec ça de la dichotomie traditionnelle qu'on a du positionnement extérieur, avec lequel on est beaucoup plus à l'aise. Et toutes les technologies, il y en a toute une panoplie, du Bluetooth Low Energy, laissez aller votre imagination, de capacité de pouvoir se géolocaliser à l'intérieur des bâtiments. Et cette cloison-là, qui a été longtemps étanche, aujourd'hui, elle n'existe plus. Okay? Alors ça, c'est un élément intéressant. Et je termine aussi avec cette problématique-là, avec laquelle toutes les organisations font face aujourd'hui. On le sait, Big Data, on en entend souvent parler dans plein de contextes. Grande quantité de données de différentes sources externes qui ne sont pas toujours faciles à intégrer. Puis, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de processus qui sont en place dans nos organisations, mais très peu de processus qui nous permettent de tirer entièrement profit de toute cette géolocalisation-là. Et ça, c'est un élément qui est important. Résultat, il y a plein d'organisations qui se ramassent avec ce qu'on appelle un cimetière de données. On a des organisations, on collecte plein de données, on pense qu'on est des bons gestionnaires parce qu'on a collecté plein de données, mais dans les faits, on l'utilise très, très peu, on le sous-exploite comme potentiel. Et ça, je vous dirais, si on a quelque chose à retenir dans ça, c'est ma slide de fin. Souvent, dans les années 60-90, on parlait de cartographie, d'arpentage. On se rend bien compte que cette période-là, on a passé maintenant aux années 80 à 2000, où là, on parle beaucoup plus de géomatique, donc tout le développement, la poussée fulgurante de la géomatique. Puis finalement, ce qu'on constate, c'est qu'entre 2000 et 2020, on est allé encore un cran plus loin. On parle de Geo-Business Intelligence, on parle aussi de démocratisation forte de tout ce qu'est la géomatique. Et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui avec les défis qui nous attendent pour la suite des choses. Merci.